vous pointez du doigt les discriminations sociales dont sont victimes les musulmans de milieux populaire, un peu plus grande que celle des Français dits de souche. Attendez, un peu plus grande que celle des Français dits de souche de milieu populaire, parce que la question sociale est parfois prédominante par rapport à la question religieuse. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense, si vous voulez, que là-dessus, nous avons évidemment tous la même perception. Je crois qu'il y a une conscience de la société française, par exemple, y compris dans un univers aussi conservateur que l'univers patronal, qui fait que on voit peu à peu les comportements bouger. On voit arriver, ce n'est pas un hasard, le curriculum vitae anonyme. On voit des débats en termes de diversité. Quand on pose le problème, comme il a été posé, des boursiers dans les grandes écoles, je ne sais pas si vous avez vu que François Pinault et moi, qui sommes deux êtres un peu différents, nous avons signé un même article pour dire que c'est une honte de dire qu'on ne veut pas davantage de boursiers et qu'on ne veut pas forcer les procédures pour avoir davantage de boursiers. Avoir davantage de boursiers, c'est évidemment avoir davantage d'enfants de la communauté musulmane pour s'intégrer. Je pense que la société française, elle est loin d'avoir réglé le problème, mais elle s'est mise doucement en mouvement. Et quant à à terminer le raisonnement, alors, c'est de la politique politicienne quand on présente des ministres, mais qu'avec ceux-ci, il n'y a pas de véritable politique de terrain. Parce qu'après 2005, dites-moi ce qui a été fait dans les banlieues françaises. Dites-moi quelle politique nous avons proposée. Moi, je parle de symboles prétextes quand derrière, il n'y a pas de politique sociale. C'est de cela dont je parle. Et la deuxième des choses, je suis tout à fait d'accord, et je suis le premier à le reconnaître, il y a des étapes. On a évolué dans un certain nombre de dossiers, c'est une évidence. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de vision sociale, comme on est en train de laisser et d'oublier les banlieues, comme il n'y a pas de politique éducative, comme il n'y a pas d'encadrement social, eh bien, on fait de la distraction stratégique. Et la distraction stratégique, c'est de nous parler de la burqa, qui concerne certaines centaines de personnes. Et vous êtes en train de me parler, il faut qu'on aille pédagogiquement, qu'on fasse comprendre aux femmes. J'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous allez dire, vous, conseiller du président et d'autres responsables politiques? Comment vous allez faire quand on a des relations économiques avec ces femmes de princes et de rois qui viennent et qui sont ceux qui défendent religieusement le port du niqab? Vous allez leur dire quoi quand ils vont descendre de l'avion en France? Qu'il faudra une loi d'exception pour elles? Comment vous allez le faire? Parce que c'est de l'hypocrisie, ceci. Vous savez très bien que c'est de l'hypocrisie. Vous avez, comme moi, certainement pris des avions qui vont d'Arabie Saoudite en France, et vous voyez les femmes qui vont dans les toilettes souvent enlever leur voile et mettre leurs bijoux Chanel pour arriver sur le sol français. Moi, je vous parle des femmes de princes et de rois. Mais je vous parle de femmes. Il y a aussi des femmes de princes et de rois. Bon, oui, mais ça, vous n'allez pas confondre notre identité culturelle, historique et la raison d'État. Vous savez, la raison d'État, ça consiste à faire des tas de concessions. Mais oui, mais bien sûr, la raison d'État. Mais non, la raison d'État, c'est pas l'argent. Dites quand on aura de l'argent, le burqa ou pas. Avec de l'argent, ça passera. Non, pardon, elles ne vivent pas en France, elles ne vont pas à la sécurité sociale. Mais elles ont de l'argent qui vous fera taire. Mais elles vont au crayon. Moi, je m'en fous de la burqa au crayon. La burqa, la sécurité sociale. Elle ne vous gênera pas, la burqa, avec des millions de dollars. Vous le savez. Monsieur Minc, je vous connais, des millions de dollars, burqa ou pas, ça passe. Non, attendez. Là, ça, c'est de la rhétorique. C'est pas de la rhétorique, c'est de la réalité. Qui me laisse penser que vous avez toutes les chances dans une élection de conseiller général, je vous le redis. Mais je vous prendrai comme conseiller. Non, mais vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Vous savez très bien qu'on ne peut pas comparer de la même manière la vie, la représentation de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui a la burqa? Vous êtes sûr qu'elle incarne sa liberté? Vous êtes sûr que c'est conforme aux droits de la femme? Je sais que nous avons certainement, on en a déjà parlé chez France, une certaine divergence sur les droits de la femme. Puisque... Non, on n'a pas parlé de la femme, je vais vous dire une chose, ne me reprenez pas là-dessus. Sur la question... Non, mais je sais, sur la question... En pilotage automatique. Oui, en pilotage automatique, parce que je suis tellement habitué à ce discours qui me dit ce que je pense avant même que j'ai pensé pouvoir l'avoir dit, que je vais vous dire simplement une chose. Sur la question du droit de la femme, de ce processus d'émancipation, ça fait 25 ans qu'il faut faire ce travail. Mais je vais vous dire une chose, ça n'est pas de la façon dont vous avez lancé le débat en France sur la burqa, sur la commission, avec des lois qu'on va faire évoluer les mentalités. Est-ce que je peux vous reposer la question que je vous ai déjà posée, que d'autres vous ont posée, qui est quand même intéressante sur la conception des droits de la femme? Est-ce que votre pensée a évolué
à propos de la suspension de la lapidation des femmes adultères ou est-ce que vous êtes pour l'abolition de la lapidation des femmes adultères? Monsieur Minc. Mais comme on se voit tous les 2 ans, je peux penser que votre pensée a bougé en 2 ans. Vous savez, Monsieur Minc, j'aurais aimé que pendant ces 2 ans, vous m'ayez lu un tout petit peu. Malheureusement, manifestement, vous n'avez pas lu. Parce que j'ai répondu. Non, attendez, j'ai participé sans doute à 5 ou 6 émissions. J'ai chaque fois répété la même chose. Et aujourd'hui, cette pensée, elle est claire. Donc je ne vais pas y revenir. Mais revenez, non, c'est pas ça. Parce que là, vous êtes en train d'essayer de revenir sur quelque chose où je devrais me justifier. Moi, j'en viens à l'idée. Monsieur Minc, répondez-moi à cette question. Répondez-moi à cette question. Je pense que quelqu'un qui défend la burqa, j'aimerais qui accepte, qui dit c'est une liberté, ça ne me pose aucun problème. Je vous dis pas ça. Vous avez dit que vous êtes contre l'interdiction de la burqa. Mais monsieur, moi je vous pose la question. Non mais vous êtes incroyable, vous ne me laissez pas terminer ma question. Ça serait bien la première fois que quelqu'un ne vous laisse pas terminer. Hein. Oh là là. Celui que vous conseillez, Nicolas Sarkozy, ça a été sa technique. Laissez-moi donc terminer ma question. Ça ne lui a pas si peu réussi d'ailleurs. C'est pour ça que vous essayez. C'est pour ça que vous essayez. Donc j'aimerais juste terminer sur cette question-là. Dans un processus qui concerne à l'émancipation de la femme, quand vous avez des femmes, et moi je pense qu'elles se trompent sur la compréhension de l'islam, qui vous disent « moi je le porte de tout mon cœur et je le porte en ma conscience ». Vous arrivez, que ce soit une loi ou autre chose, on va décider pour elles. On décide pour elles des processus de leur émancipation. Ça ne marchera jamais. C'est pas comme ça qu'on développe le débat. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que le débat. On est sur la vraie divergence entre nous. Là, on est au-delà de la rhétorique et des effets de manche. Vous, au fond, vous considérez, au nom de votre conception de l'islam, si je vous comprends, et je vous ai lu, contrairement à ce que vous croyez, que une femme... Vous n'approuvez pas tellement le port de la burqa, mais vous considérez que c'est un problème religieux, d'identité, et ce n'est pas un problème de loi de la République. Mais c'est lié à votre conception. Vous avez traduit ma pensée, j'ai même pas pensé à ça, moi. Mais moi, je vous ai lu, j'ai vu comment vous m'avez pas lu, parce que j'ai jamais dit une chose pareille. Mais vous considérez que, d'une certaine manière, la religion est plus importante que la loi de la République? Si. Non, dans ce livre-là, je dis respect absolu de la loi française. Mais là, on n'est même pas en train de parler de la loi française, puisqu'on est en train de parler d'une loi qui va venir. Mais ça sera la loi française. Si vous dites, devant le fait accompli, on décidera d'une loi. Si après une résolution, ça ne change rien, il y aura une loi. Comme il y a eu ce débat pour le foulard, et que finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre de manière assez paisible. Mais le débat démocratique dans une république, monsieur, c'est de nous mettre d'accord, est-ce qu'on doit aller vers la loi ou pas? Aujourd'hui, avec tout ce débat-là, vous avez scindé la France en deux. Regardez le parti. Mais oui, le Parti socialiste ne vous suit pas, et on a bien compris que c'était une politique politicienne. Que Tarek Ramadan, vous êtes contre la loi, vous êtes pour la loi dans quelques temps. Je suis pour la loi si la résolution ne marche pas. Mais alors, j'aimerais qu'on quitte la France un moment pour parler du monde. Cette peur de l'islam, elle se manifeste aussi dans le monde de plus en plus. Comment vous expliquez ça? Écoutez, en tout cas, elle se manifeste aujourd'hui sur plusieurs plans. Elle se manifeste en Occident pour plein de raisons. Sur plusieurs continents aussi. Sur plusieurs continents, que ce soit aux États-Unis. D'ailleurs, dans le discours d'Obama aux musulmans, il parle des États-Unis. Alors, il ne faut pas nier qu'on a aujourd'hui des courants de pensée qui sont soit littéralistes, soit de ce qu'on appelle extrémistes violents. Donc, il faut que la pensée musulmane, que les penseurs musulmans, que les savants musulmans, du point de vue légal comme du point de vue religieux, prennent des positions extrêmement claires. Et je crois que ce qu'on voit, qu'il y a quand même une évolution, une position de plus en plus affirmée de condamnation. Vous, par exemple, Tarek Ramadan, vous êtes gêné quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, au Yémen, en Indonésie, dans toute une série de pays avec les chrétiens, avec les églises. Bien sûr, je l'ai condamné. Au moment où s'était passé en 95 des attentats en Égypte, j'avais écrit une lettre ouverte à mes concitoyens suisses en disant « faut condamner, c'est pas ma religion ». C'est une mauvaise compréhension. Maintenant, moi, ce que je demande à toutes les personnes qui nous regardent ce soir et aux politiciens, c'est pourquoi vous ne dites pas les politiques plutôt que les politiciens? Le mot politicien porte une charge très particulière. Dites ce que je demande aux responsables politiques. Donc, aux responsables politiques, j'ai aucun problème. Les mots ne sont jamais neutres. Mais il y en a certains il y en a certains qui sont politiciens. Donc, je demande aux acteurs politiques et à certains politiciens et aux citoyens de faire attention. C'est-à-dire
c'est-à-dire de regarder aujourd'hui le monde musulman et de se rendre compte que l'immense majorité des musulmans sont dans la condamnation, que l'immense majorité des Français de confession musulmane, comme des Européens, comme des Américains de confession musulmane, sont respectueux de la loi, et qu'aujourd'hui c'est avec eux qu'il faut construire. C'est-à-dire de deux choses l'une. Soit on décide qu'on regarde l'extrémisme à travers le monde et on décide qu'on a un problème avec l'islam, ou on conçoit, et ça a été la proposition affirmée de Barack Obama récemment, en disant les musulmans sont nos alliés contre les dérives de certaines lectures. Mais de la même façon que vous avez dit, je viens d'une immigration juive, j'espère que vous êtes mon allié dans les dérives de certains extrémismes juifs, dans la perception d'Israël. Il faut le dire, il faut qu'on soit ensemble là-dessus. Alors là, vous savez, comme je me considère comme le plus mauvais juif de Paris, j'ai aucun mal à vous dire que les extrémismes juifs m'horripilent à peu près autant que toute forme d'extrémisme. Ce sera le mot de la fin. On a entendu donc deux intellectuels débattre à fond, hein, sans concession.